Bonsoir, bienvenue à cette conférence autour de la gestion des émotions pour les 5 et les 4. Je vais vous emmener voyager au pays des Kimochi. Avant de commencer, est-ce que vous voulez bien vous rapprocher? Il y a 2 places juste là devant moi, il y a un trou, je me sens seule. Alors si vous êtes d'accord, comme ça, voilà. Comme on n'est pas nombreux, autant être un peu plus proche. Donc voilà, ce soir l'objectif c'est un petit peu, de vous faire découvrir les Kimochi, comprendre un peu mieux les mécanismes des émotions auprès des enfants, et puis obtenir des outils concrets pour gérer le quotidien des émotions des uns, des autres, et avoir 2-3 trucs et astuces pour vous accompagner. Qui parmi vous ont des enfants? Une idée, merci. Et qui parmi vous connaît les Kimochi? Ok, d'accord. Une nouveauté. Non, mais comme ça, je sais un peu à qui je m'adresse. Alors, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Faugère. Je suis éducatrice sociale de formation. Je travaille depuis une dizaine d'années avec des enfants, principalement dans des foyers socio-éducatifs, accueillant des enfants placés par le service de protection de la jeunesse. À côté de ça, j'ai aussi fait des expériences en garderie. Et puis là, ça fait une année que j'ai ouvert mon cabinet de consultation en accompagnement familial dans le but de développer plus de la prévention relationnelle auprès des familles, du soutien éducatif auprès des parents, du soutien et des coups de pouce aux enfants, adolescents qui ont à un moment donné une difficulté. J'aime bien quand je vois des adolescents leur parler d'impulsion. Voilà, c'est juste à un moment donné venir me consulter pour régler une situation problématique avec les camarades ou quelque chose comme ça. Donc voilà, puis dans ce cadre-là, j'ai découvert les Kimochi, il y a aussi une année environ. Je me suis formée auprès d'une personne qui s'occupe des Kimochi en Suisse et j'ai trouvé que c'était un outil ludique, amusant et agréable que je souhaitais vous faire partager l'histoire. On va donc être ensemble jusqu'à 22h, plus ou moins. Et puis je vous propose qu'on fasse un petit peu surtout qu'on est peu nombreux, qu'on fasse quelque chose de participatif. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir ou des remarques. Interrompez-moi et faites-moi signe si quelque chose n'est pas clair. Donc on va commencer un petit peu juste par parler des émotions. Alors les émotions, c'est un vaste sujet dont on parle beaucoup à l'heure actuelle parce que c'est un peu à la mode, je sais pas, mais en tout cas ça préoccupe beaucoup. On parle beaucoup de gestion des émotions. On est beaucoup, me semble-t-il, avoir plutôt appris à cacher ses émotions ou à les restreindre, à pas les reconnaître, à pas les accueillir. Et puis c'est vrai que maintenant on est plus dans quelque chose où on les accueille, on apprend un petit peu à comment faire avec et comment les identifier et puis prendre conscience que une émotion, c'est un petit peu un signal d'alarme, un message. Un message qu'un besoin est respecté ou pas respecté. Puis là j'ai choisi de prendre une manière un petit peu pour vous présenter une catégorisation par rapport aux émotions. Comme on peut voir, là, il y a plutôt des émotions qualifiées d'agréables, du désir, de l'amour, de la joie, de la paix. Là, en bas, on a plutôt des émotions plutôt liées à des sensations désagréables, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'une émotion, c'est vraiment un message que le système limbique nous envoie. Le cerveau limbique nous envoie un message comme quoi notre système de valeurs n'est pas respecté. Il y a un besoin qu'on a qui n'est pas respecté. Généralement, quand on ressent de la peur, c'est un besoin de sécurité ou de rassurance qui n'est pas respecté, au sens vraiment large. Quand on est dans la colère, c'est plutôt de l'ordre du respect des règles, de tout type de règles. Puis quand on est dans la tristesse, on est plutôt dans un besoin de lien. Et par rapport au dégoût, on est plutôt dans un besoin d'envie. C'est pour ça qu'ils viennent un petit peu en opposition, le dégoût avec le désir, la tristesse avec l'amour, parce qu'on est en lien.
la colère avec la joie, et puis la peur avec la paix. Donc, voilà. Donc, quand on ressent une émotion, elle est principalement, à la base, inconsciente. Hein. Et pour qu'elle arrive au conscient, hein, le massage passe par le corps. Souvent, quand on a peur ou qu'on ressent la tristesse, de la colère, de la joie, de l'amour, de la paix, on le sent à l'intérieur de notre corps. Et puis c'est le corps qui fait le lien avec le conscient. Puis à ce moment-là, le conscient, il a 3 façons de faire. Il peut décider de s'en couper, de nier l'émotion, et puis c'est de plus en plus dur en général, mais ben voilà, de s'en couper. Quand je dis que c'est de plus en plus dur, je pense, si vous voyez un petit peu l'image, si vous êtes derrière une vitre, il y a des gens derrière l'autre vitre, et puis qui tapent contre la vitre, puis que vous n'entendez pas, ils vont pas s'arrêter de taper, ils vont taper plus fort en général. Ben, l'émotion, c'est un petit peu ça. Quand elle a besoin de se faire entendre, souvent elle va insister jusqu'à se faire entendre. Plus on coupe, plus elle va insister. Il y a de la transformer, hein, éclater de colère parce que pour quelque chose où en fait on se rend compte que c'est plutôt de la tristesse ou un manque de quelque chose qui nous fait réagir. Et sinon, tout simplement, ou de manière plus compliquée, l'accueillir. Donc, une fois que on accueille l'émotion, ben notre inconscient se sent entendu. Et ça permet déjà, rien que là, de poser la situation. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu ce matin, en l'occurrence. Je travaille toujours en parallèle dans un foyer socio-éducatif avec des enfants placés par le service de protection de la jeunesse, des enfants qui ont des difficultés relationnelles, voilà, de vie, qui font que une frustration peut vite engendrer des crises plus ou moins conséquentes. Ce matin, il pleuvait. Une demoiselle de 8 ans voulait absolument mettre sa veste, qui avait un énorme trou, et qui, à mon avis, n'est pas étanche. Et quand je lui ai répondu que non, que c'était pas possible de pouvoir la mettre ce matin du fait qu'il pleuvait, elle a commencé à pleurer, à me dire que c'était sa préférée, enfin, voilà, ça prenait de l'ampleur, elle voulait pas lâcher là-dessus, et je me suis arrêtée, j'ai proposé à ma collègue de partir avec les autres enfants déjà à l'école pour pas qu'ils arrivent en retard eux, puis je lui ai dit, ok, d'accord, j'entends bien que c'est ta préférée, que c'est celle-là que t'aimes bien mettre, voilà, j'ai écouté tout ce qu'elle a pu me dire, j'ai validé, j'ai pris le temps avec elle, je me suis vraiment arrêtée avec elle pour valider tout ce qu'elle me disait, et on a fini par mettre la veste et partir à l'école et arriver à l'heure à l'école. Je suis convaincue, aussi pour l'avoir expérimenté, que si je lui avais dit « mais non, c'est pas grave, maintenant tu mets ta veste, on y va », ça m'aurait pris 2 fois plus de temps. Le fait de m'arrêter avec elle, d'accueillir ce qu'elle me dit, et de reconnaître ce qu'elle me dit, a été un gain de temps. Et je pense que souvent, quand on est dans la réalité avec des enfants, on est pressé. Hein, on est pressé parce qu'on vit dans une société un peu de fouille, si je me permets l'expression, où il y a quelque chose où il faut se lever à telle heure, il ne faut pas partir à telle heure, il faut arriver à telle heure. C'est l'heure du coucher. Enfin, ça va dans ce sens pour aller à l'école, ça va dans ce sens pour revenir de l'école, c'est reparti pour l'après-midi, c'est reparti pour le retour. Enfin, c'est très intensif. Et puis qu'on a des fois l'impression de ne pas avoir ce temps-là. Et en fait, je suppose que vous avez déjà pu l'observer aussi, mais des fois, quand on prend juste le temps de s'arrêter puis de clarifier les choses, ça permet que ça prenne 5 minutes. Ok, c'est 5 minutes de plus que ce qu'on avait prévu, mais ça ne s'amplifie pas, ça ne prend pas des proportions disproportionnées. Parce que l'enfant qui ne se sent pas entendu, il va revenir à la charge. Et il va revenir à la charge. Et c'est celui qu'on va dire qu'il est insupportable aujourd'hui, c'est celui qu'on va dire c'est un vrai petit monstre, ah quelle peste, enfin c'est celui à qui on va donner plein de qualificatifs, mais en fait, il revient juste à la charge parce qu'il n'a pas été entendu. Puis ce qu'il veut, c'est juste être entendu. Alors souvent, on confond un petit peu le accueillir et entendre l'émotion de l'enfant, la valider et lâcher prise surtout. En l'occurrence, elle n'est pas partie avec sa veste à trous à l'école. Parce que clairement, elle n'allait pas partir avec. Enfin, pour moi, c'était très clair.
Alors j'ai accueilli ce qu'elle me disait, et puis après on peut passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'accueillir et valider ce que la personne ressent, ça ne veut pas dire la laisser faire ce qu'elle veut ou tout laisser tomber. Vraiment ça, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut garder à l'esprit. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Alors. Oh, je vais un peu vite, je vais rester là. Parce qu'on parle des émotions, c'est bien joli. Après, il y a toute la question de la gestion de ces émotions. Parce que c'est aussi un grand thème qu'on utilise beaucoup. Et l'idée, c'est... Je disais bien tout à l'heure que l'émotion est un message de notre corps pour nous dire qu'un besoin n'est pas satisfait. Lorsque on apprend la gestion de ces émotions, c'est un petit peu apprendre à entendre ce message, l'identifier, et pouvoir répondre aux besoins qu'il y a derrière. Le besoin, des fois, le besoin que l'adulte imagine n'est pas forcément le besoin que l'enfant a. Et ça, c'est vrai que c'est important. De nouveau, dans le cadre de mon travail, j'avais un préadolescent, quand il rentrait le dimanche soir, ça lui arrivait beaucoup de pleurer, d'être triste de devoir revenir. Et j'ai souvent été empruntée parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je lui trouve une solution. Alors que la solution, je ne l'avais pas. En l'occurrence, il était placé. Et puis au moment où j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, il s'en fout de ma solution. Il a juste envie que je valide le fait que oui, t'es triste, oui, tu peux pleurer. Ouais, je comprends que c'est dur d'être séparé de ta maman. Puis je reste là un moment avec toi, tu veux un câlin, un bisou de bonne nuit, t'as besoin de quelque chose, ok, un bisou, un câlin, c'est tout bon. Puis en fait, des fois on cherche des solutions, mais ils n'ont pas besoin de solutions. Ils ont juste besoin d'être entendus. Et puis c'est vrai que ça, c'est assez conséquent, et quand on obtient ça, on se rend compte que ça nous enlève une pression, là-dedans, parce que trouver une solution à un endroit où on n'a pas le pouvoir, c'est difficile. Et puis ça permet à l'enfant, d'avoir été entendu là où il avait besoin d'être entendu. Pour reprendre un peu un exemple, une métaphore, on pourrait comparer un petit peu nos émotions au voyant lumineux de notre tableau de bord de voiture. Quand le voyant lumineux du manque d'essence s'allume, la plupart des personnes vont faire le plein d'essence. Et quand le voyant lumineux du j'ai peur, je suis en colère, je suis triste, s'allume au niveau des émotions, il faut y répondre, faut le nourrir de quelque chose pour qu'il puisse aller chercher sa contrepartie et se sentir entendu. Sinon, ça devient compliqué. Donc voilà. Ce qui est important à savoir, c'est qu'un enfant, quand il gère pas ou peu ses émotions, il peut se retrouver vite dans des hypersensibilités, de l'hyperactivité et des troubles au niveau du comportement, ce qui peut devenir être très compliqué au niveau relationnel, que ce soit à l'école, dans les apprentissages, à la maison, avec les fratries, enfin, ça a des conséquences, vraiment, que pas mal de personnes rencontrent et qui peuvent même, nous, en tant qu'adultes, qui n'avons pas forcément appris à gérer nos émotions en étant enfants, la conséquence de la confiance en soi ou d'autres questions de ce type-là, on a pu la rencontrer. Alors c'est vrai qu'apprendre à nos enfants à gérer leurs émotions, ça leur permet, je viens de dire, développer la confiance en soi, la communication, mieux savoir ce qu'ils veulent dans la vie. Parce que si on a su identifier, quand je me sens comme ça, c'est que j'ai un besoin qui est en manque, il faut que je réponde à un besoin, avoir appris à identifier ces besoins, ça permet aussi, après, en étant plus grand, de savoir ce qu'on veut, comment on le veut, pourquoi. Par rapport à ça, je vais me permettre juste, au cours de la présentation, de vous présenter à différents moments des petits outils que j'utilise et que je trouve particulièrement efficaces là-dedans. Là, je vous présente juste ces deux roues des émotions, qui en l'occurrence sont bien faites, parce que l'idée c'est vraiment, là en premier, de mettre, c'est vraiment de la météo.
Je suis un arc-en-ciel, je suis le soleil, la pluie, l'orage. Hein. Et puis après, je ressens, et puis il y a des petits personnages dans la peur, la joie, la colère, la tristesse. Alors il y a découragé, mal à l'aise. Enfin, il y en a différents, je ferai passer, vous pourrez regarder. Mettre comment on se sent. Et puis après, chercher là, j'ai besoin. Et puis dans les besoins, il peut y avoir besoin d'aide, de confiance, de plein air, il me semble qu'il y a un endroit à faire la fête, ou sauter, enfin bref, il y a différents besoins. De repos. Et c'est assez impressionnant le nombre d'enfants qui disent qu'ils ont besoin de repos. Hein. Entre nous soit dit, parce que pour l'utiliser assez régulièrement, souvent ils mettent une émission, puis j'ai besoin de repos. Et au final, ils savent assez bien de quoi ils ont besoin si on leur donne un guide, un petit peu comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est un outil, celui-là, il est particulièrement destiné aux enfants. L'autre, un peu plus pour les adultes, mais c'est tout aussi intéressant. Je peux vous les faire passer. Ce qui rejoint tout ce qui est en lien aussi avec la communication non violente, pour tous ceux qui ont 2-3 notions, dont l'ouvrage principal de Rosenberg, à mon avis, résume bien toute la pensée, où c'est vraiment identifier son sentiment pour pouvoir exprimer son besoin, pour pouvoir être dans une communication authentique. Donc, voilà. Comme je suis encore en communication, je fais un dernier petit coup de pub pour un ouvrage. C'est Faber et Maslich qui ont écrit ce livre pour enfants, Sébastien et les Bipoux. C'est un livre astucieux et assez formidable pour expliquer la communication non violente aux enfants, avec une histoire d'un garçon qui rencontre 2 petits extraterrestres un qui lui dit d'insulter, cogner, et tout ce qu'il ne faut pas faire en gros pour rentrer en communication adéquatement, puis l'autre qui lui dit non, exprime tes émotions, dis de quoi tu as besoin et tout ça. Et puis il le fait de manière très ludique, très adéquate, et pour le tester sur beaucoup d'enfants, il marche très bien. Il croche. Bonne question. Ça dépend du plus petit. Non, je dis ça dépend du plus petit parce qu'il est assez. C'est une assez grande histoire. Donc il y a des petits qui restent assis et à écouter une histoire facilement 30 minutes. Il y a des petits qui n'arrivent pas. Ça dépend de l'enfant. Moi, là, 5-8 ans sans problème. Plus petit, ça dépend de l'enfant. Puis plus grand, il va aussi parce que les enfants, ça aime bien écouter des histoires longtemps. Des fois, ils font croire que non, mais en fait. Moi, je lis encore des histoires à des enfants qui ont 11-12 ans parce qu'ils aiment bien. Ça leur fait plaisir. Et puis moi, ça me pose aucun problème en l'occurrence. Donc voilà, mais voilà. Regardez. Mais en tout cas, une jolie histoire en tout cas pour expliquer comment faire mieux. Donc voilà. J'ai quand même passé. À moins que vous ayez encore des questions autour des émotions, de la gestion. C'est tout bon. Alors, les kimochi. Les kimochi. Kimochi veut dire émotion en japonais. Comme ça, c'est réglé. Hein. Pourquoi les kimochi? Eh ben, j'ai un peu dit tout à l'heure en introduisant le fait que les conséquences que peut avoir une mauvaise gestion des émotions sur un enfant et son développement. Et puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, en apprenant, en donnant les outils à nos enfants de développer leur intelligence émotionnelle, ça leur permet aussi de développer tout ce qui va avec. L'intelligence intellectuelle, c'est pas pareil, mais tout ce qui est apprentissage, c'est plus facile, relationnel, et puis une meilleure confiance en eux. Je pense que ça, c'est quand même un souhait que tout parent a, c'est que son enfant, il grandisse, il s'épanouisse, puis qu'il ait confiance en lui. C'est quand même partie. Et ça permet, sous forme d'atelier, ça permet d'acquérir des outils là-dessus. Alors, les kimochi, je disais donc que ça veut dire émotion en japonais. Très simplement. Il y a différents visages. Ouais, moi j'en ai une pelée. Mais content, fatigué,
courageux. Hein, il y en a plusieurs, j'en ai flopé. Bah, il y a tous ceux. Je pense qu'il y a une jolie. Comment on dit ça? Une jolie palette d'émotions différentes. Moi, c'est vrai qu'avec les enfants, ce qui m'arrange, c'est que c'est écrit en anglais, donc ils ne comprennent pas ce qui est écrit, mais quand ils regardent le visage, je leur demande ce que ça veut dire pour eux. Pour toi, il est comment? Puis des fois, ça ne correspond pas forcément à ce qui a été décidé par les personnes qui ont fait les kimochi, mais ça correspond à ce que lui ressent, et puis il peut exprimer qu'est-ce que ça signifie pour lui. Hein, le support comme ça, rien que d'avoir un support, ça permet d'entamer la discussion avec les enfants. Parce que des fois, on leur dit « mais comment te sens-tu? Qu'est-ce qui se passe ?» Puis ils savent pas. Puis du coup, des fois, rien qu'à voir la roue, en l'occurrence, des fois juste voir une image ou avoir un support, ça les aide. Ou là, j'ai un autre support que j'utilise des fois qui est un petit poster. Rien que pouvoir me dire qui sache lire ou pas, moi je ressemble à lui. Ah, puis lui, il se sent comment pour toi? Ah, il se sent comme ça. Pourquoi? Ah, comme... D'accord. Et puis qu'est-ce qui fait que... Puis comment il va faire pour se sentir... Comment il aimerait se sentir? Puis voilà, après on... Ah, comme ça, elle aimerait se sentir. Ok. Puis comment elle va faire? Et puis, en fait, entamer une discussion sur quelque chose d'autre, sans parler forcément d'eux, mais en l'occurrence, c'est bien d'eux qu'on parle, bah, ça leur permet de trouver des solutions, des idées, d'avoir de la créativité et de sortir de leurs émotions. Et puis on passe à autre chose. Donc voilà. Donc ça c'est les petits kimochi de base. On donne à des vierges pour pouvoir laisser les enfants inventer leur émotion, comment la dessiner, comment la vivre. Avec ces émotions vient toute une série de peluches que je vais vous présenter. Alors pour commencer, on a Cloud, qui est un nuage. Tous les kimochi, ils habitent à l'allée des kimochi. Il y a une allée, hein. Tous les kimochi habitent là. Et Cloud, lui, il habite en haut. Et Cloud, lui, il est des fois très content, des fois très triste. Et puis il passe très vite de l'un à l'autre. Et quand il est très triste, ce qui est difficile pour lui, c'est que souvent il blesse les autres, sans faire exprès. Voilà, c'est un petit peu les caractéristiques de Cloud. Cloud, il a une poche là pour pouvoir mettre son émotion quand il y a une émotion ressentie qu'il veut mettre. Donc on va le laisser content là. Quand même. Alors c'est Cloud. Moi, c'est Octopus. Moi, j'aime courir partout, j'aime faire le fou, j'aime faire des câlins, j'adore ça. Et Octopus, il adore faire ça, mais le problème, c'est qu'il ne tient pas en place, puis du coup, il envahit un peu l'espace de tout le monde. Puis il se rend pas compte, en fait, en envahissant l'espace de tout le monde, que ça peut être désagréable pour les gens. Se faire marcher dessus, recevoir un bisou alors qu'on est complètement en train de faire autre chose. Donc voilà, Octopus, lui, c'est un petit peu l'apprentissage qu'il a à faire, ce serait un petit peu de se poser. Mais à côté de ça, dès qu'il y a quelqu'un qui est triste, qui a besoin d'être reconforté, c'est lui qu'il faut appeler parce que c'est le roi. Alors Octopus, qui a aussi une poche pour mettre ses émotions, ils ont tous une petite poche pour ranger les émotions. Après on a Cat. Alors Cat, lui, moi, je sais ce que je veux, je sais pourquoi, je sais comment. Il adore commander. Il adore prendre des responsabilités. On peut lui faire confiance. S'il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Il le fait tellement bien que des fois ça embête les autres parce qu'il est un peu trop directif et ça peut un peu créer quelques tensions et quelques conflits. Hein? Donc ça c'est notre ami Cat, qui fait partie de la bande. Et c'est moi qui commande. Ok, maintenant on a Bella Rose. Bella Rose, elle est sensible, assez vite inquiète, très douce, très gentille, pas très confiante et du coup, quand elle se sent pas très à l'aise au niveau des émotions, elle se referme sur elle. Et là, le risque c'est de se piquer à ses épines. Elle fait pourtant pas exprès, mais le fait de se refermer fait sortir ses épines. Donc voilà, c'est Bella Rose. C'est bien. Ensuite, on a encore Bug. Bug, c'est une chenille. Hein? Eh ben, elle aime bien prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision.
observer toutes les options, être sûr que vraiment elle choisit la bonne option. Elle conseille bien. Quand quelqu'un a quelque chose à lui demander, ah, qu'est-ce que tu penses? Alors elle voit tous les points de vue. Alors si tu fais ça, il va se passer ça, 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 il peut se passer ça, ça. Elle a vraiment un regard qui prend en compte tout ce qui peut se passer. Ce qui la freine un petit peu parce qu'elle aimerait faire plein de choses, mais elle a de la peine à oser, à sortir ses ailes et puis à s'envoler. Donc ça, c'est Bug. Bug. Ouais, ça je pensais bien. Il nous reste Howard. Non, pardon. Howard est là. C'est notre ami Clover. Clover, c'est un trèfle 4 et pourtant il n'a pas beaucoup de chance. Il est un peu distrait, tête en l'air, il oublie les choses, il est un peu gêné, il a plein d'humour, puis souvent il l'utilise un peu pour cacher son manque de confiance, ses petites failles. Mais heureusement, il y a toujours sa coccinelle avec lui pour essayer de garder la chance avec lui. Ça, c'est notre ami Clover. Et puis la dernière peluche qui complète toute cette famille, c'est Lovey Dove, qui elle a plutôt le rôle maternant, conseillant, câline. Elle a sous son aile son petit. Et puis, elle essaye d'arranger tout le monde, de faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde soit content, elle est toute empathique. Elle est par contre très triste quand elle n'arrive pas à arranger les situations. Donc voilà, ça c'est la famille. C'est les compagnons. C'est la famille des Kimoshi qui habite à l'allée des Kimoshi. Et la méthode qui a été pensée, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça a été pensé aux États-Unis suite à une rencontre de mamans qui se disaient qu'il y avait de plus en plus de violence à l'école et un manque de communication, puis que par cette frustration-là, on décidé qu'il fallait faire quelque chose. Avec l'aide d'une pédopsychiatre, elles ont monté toute la méthode. Et bien la méthode, elle comprend, voilà, toute cette famille des Kimoshi, qui vivent à l'allée des Kimoshi, qui permettent aux enfants, comme vous avez pu un peu peut-être le sentir, chacun a son caractère, chacun a ses qualités et ses défauts. Et puis ça permet un petit peu aux enfants de prendre conscience que, par exemple, un octopus qui est dérangeant parce qu'en fait il est toujours agité, il n'est pas rigolo, il nous envahit, en fait il fait pas exprès, c'est juste qu'il est super content de nous voir. Et en fait, de pouvoir discuter de ça avec les enfants et que les enfants voient ce sympathique octopus qui est vraiment une jolie pluche, dans cet état, ça leur permet aussi de se rendre compte que le copain à l'école qui passe son temps de marcher sur les pieds parce qu'il court dans tous les sens puis qu'il me saoule, il est un peu comme octopus. Il est comme ça mais il fait pas exprès. Et puis ça permet une certaine tolérance. Enfin, apprendre à, par le biais de tous ces qualités, défauts que chacune de ces pluchons, à ouvrir un petit peu plus à la tolérance. Et c'est vrai que dans ce village un petit peu les Kimoshi, il y a vraiment des règles d'or qui tournent autour du respect, qui tournent autour de l'empathie. On fait plusieurs, pendant les ateliers, on fait plusieurs jeux de rôle où on prend de pluches et où on joue, on mime, on fait un peu les marionnettes, où on cherche des solutions. S'il y en a un qui se sent exclu, il y en a un qui dit comment on fait. Et puis ça permet aux enfants de réfléchir, de parler des pluches quand ça les arrange de parler des pluches, de parler d'eux quand ils peuvent parler d'eux. Et puis ça permet de réfléchir ensemble et de trouver des solutions. Puis c'est vrai que c'est des moments où l'animatrice anime le cours, mais ça va aussi beaucoup en fonction des enfants. Un groupe d'enfants qui a besoin, en début de séance, de se défouler un moment, on va faire une activité un peu plus, on se défoule un moment pour après pouvoir faire un moment plus concentré et puis pouvoir échanger. Un groupe qui est plus dans la timidité, le retrait, on va faire plutôt quelque chose pour se mettre en lien, pour s'apprivoiser petit à petit et après aborder les mêmes thèmes. Donc, c'est vrai que c'est une méthode qui utilise toute la panoplie du ludique qui peut être possible, parce que c'est vrai que pendant les ateliers, on fait facilement du coloriage pour représenter quelque chose, ou pour parler des émotions, par exemple, d'Octopus qui est très agité, excité. On peut faire des mimes,
Enfin, comment vous faites quand vous êtes excité, comment vous faites pour vous calmer après avoir été excité. Et souvent, ils trouvent des choses. Et puis, à chaque atelier, on fait quelque chose de concret. Par exemple, ce qui peut être fait avec Octopus, c'est comme une baguette... je sais pas comment ça s'appelle en fait. C'est baguette avec des paillettes dedans. Au lieu de faire une baguette, on met une bouteille d'eau, on la remplit d'eau, de colorant, des petites paillettes et tout ça, on ferme bien. Et puis on peut jouer avec en disant, bah voilà, Octopus est super excité, on agite notre bouteille, il y a tout qui danse et tout ça. Puis il se calme et on regarde tout redescendre tranquillement. Puis ça permet juste aux enfants de se focaliser sur ça redescend tranquillement, on se calme et puis... Donc, durant les ateliers, on fait des activités. Entre les ateliers, en général, les enfants rentrent à la maison avec un petit truc à faire à la maison. Ça peut être un collage, ou ça peut être avoir une discussion avec son parent, ça peut être, suivant l'émotion qu'on a discuté en atelier, une fois où je suis triste, me dessiner on lui donne un petit visage sur une feuille, et puis il doit dessiner lui comment il était quand il était triste, et puis expliquer ce que c'était. Enfin voilà, il y a vraiment un travail d'étape qui est fait, hein, où on fait quelque chose pendant l'atelier. L'idée, c'est que il puisse un petit bout avancer aussi avec le parent entre les ateliers, puis quand il revient à l'atelier, on reprend un petit peu, puis on continue plus loin. Il y a une chose importante qui est aussi vue pendant les ateliers, c'est qu'il y a des clés de communication. Hein, chez Kimochi, il y a des clés de communication et celles-ci sont particulièrement importantes et tout le long des ateliers, elles vont nous suivre. On va y revenir régulièrement et puis c'est des clés du type nommer la personne avant de parler, nommer la personne, avoir le contact visuel et puis s'adresser à elle de manière posée, hein, de manière accueillante. Hein. Je pense qu'on a tous une image on est en train de parler avec quelqu'un, puis il y a un enfant qui arrive, puis qui fait blablabla, blablabla, blablabla. On sait même pas à qui s'est adressé, mais il parle. On n'a même pas pu suivre. Et puis c'est vrai que l'idée là, c'est de pouvoir permettre à l'enfant de prendre conscience que quand il appelle quelqu'un, avant de lui parler, quand il l'appelle, quand il attire son attention, quand il lui dit Simone, qu'il a une réponse, donc l'attention de la personne en face, hein, quand l'attention de la personne, il l'obtient, il peut lui parler, puis on peut rentrer en communication. Et ça, c'est des choses qu'on entraîne pendant les ateliers, en prenant un personnage, en disant Claude, puis celui qui a Claude, il peut interpeller un copain, et puis après c'est le suivant, et puis voilà, on utilise vraiment chaque personnage, on l'utilise vraiment pour pouvoir faciliter la communication des enfants entre eux. Après, il y a la question de la voix favorable. On appelle ça avoir des mots qui caressent plutôt que des mots qui cognent. L'idée est d'avoir, de pouvoir aller avec l'enfant, puis faire les différences entre suivant comment on parle, suivant le ton qu'on prend, suivant les mots qu'on utilise. Et puis très vite, les enfants, ils peuvent nous dire moi j'aime bien quand on me dit comme ça. Ah ça, j'aime pas si on me dit ça. Hein? Et puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir, avec les enfants, prendre le temps de faire la liste un petit peu des choses qui sont agréables, que eux trouvent agréables, que eux pratiquent, ou pas. Ils sont aussi assez conscients que des fois, il y a des choses qu'ils pratiquent pas, puis ils peuvent le dire. Hein, puis pouvoir le dire. Visage et posture d'ouverture, ça, c'est en guillemets un classique, hein, c'est toute la question du non-verbal, comment on est non-verbalement, quand on s'exprime, quand on parle à quelqu'un. C'est vrai que si j'accueille des enfants dans un atelier, puis que je me mets au fond comme ça, pas sûr que ça va les aider à entrer en communication et à se sentir à l'aise. Et puis, les enfants, ils peuvent dire très bien, parce qu'en général, les adultes comme ça, c'est eux qui ont envie de des petits noms comme des sorcières. Voilà. Moi, j'ai un enfant que je connais qui me dit que ça va être c'est une sorcière. Et quand on la voit physiquement dans son non-verbal,
peux pas lui donner tort. Presque. Choisir des mots qui aident. Je pense que des mots qui aident, on en connaît tous. Je pense que les enfants, ils en connaissent. C'est pas toujours facile de les utiliser. Je pense que, mais en tant que parent, en tant qu'adulte, on sait beaucoup de choses, comment il faudrait faire. Mais mettre en pratique, c'est pas toujours évident parce qu'on est aussi pris nous par nos émotions et des fois, voilà, ça se passe pas comme on veut. Donc c'est vrai que c'est apprendre aux enfants aussi à prendre le temps, tranquillement, de pouvoir s'arrêter puis apprendre à trouver les mots, à choisir les mots, à les mettre en commun. Rejouer les situations. Pouvoir des fois reparler plus tard de ce qui s'est passé à un moment donné. Tu te rappelles là quand tu t'es mis dans une telle colère? Moi, j'ai pas compris à ce moment-là. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour te soutenir? De quoi tu avais besoin? En reparler après coup, ça permet des fois de mieux comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir apporter quelque chose à l'enfant, puis à l'enfant de pouvoir se débarrasser entre guillemets de ce fardeau. Parce qu'en général, quand il y a eu une crise ou quelque chose qui s'est mal passé, c'est mal passé pour le parent, mais pour l'enfant, ça s'est pas bien passé. Enfin, il a rarement eu du plaisir à être dans ce moment conflictuel. Donc pouvoir aussi le soulager un petit peu de la pression qu'il a à cause de ça. Et puis ça, voilà, en rejoignant les situations, les enfants, ils prennent facilement, ils choisissent une pluche, ils se mettent à deux, puis ils miment, comme un théâtre de marionnettes. Et puis ça peut permettre de rejouer les situations. Être de bonne volonté, pouvoir apprendre un petit peu la remise en question pour pouvoir être ouvert à ok, c'est toi qui as fait ça, mais c'est pas grave. Enfin, l'adulte pouvoir accompagner un enfant à dire ce qu'il a fait qui est entre guillemets qualifié de négatif. Parce que de pouvoir le reconnaître, ça a valorisé. Un enfant qui vient dire j'ai cassé le stylo, ok, il aurait fallu faire attention, mais avant tout, il faut dire c'est bien de l'avoir dit, parce qu'en général, quand on se rend compte qu'il ne nous a pas dit, ça nous fâche 2 fois plus. Donc, commencer juste par dire voilà, c'est bien, t'as pas fait exprès, tu viens t'en excuser, reconnaître les moments de bonne volonté, et puis de faire en sorte de les accentuer pour qu'ils puissent, enfin le stylo ça a peu de conséquences, mais après quand c'est une histoire de conflit, quand c'est parce qu'il est en relation difficile avec quelqu'un, juste pouvoir remettre en cause son implication puis qu'il puisse un petit peu prendre sa responsabilité. Parce que c'est vrai, c'est quelque chose aussi qu'ils apprennent, c'est la question du respect. Tout à l'heure je parlais du respect, de l'empathie, mais aussi cette idée qu'on est responsable de nos actes, de ce qu'on fait, de comment on le fait. Et puis de pouvoir permettre aux enfants de prendre cette responsabilité et apprendre à l'assumer. Et être donc de bonne volonté. Et puis la posture, la meilleure de chacun, pas contre moi, dans le sens où c'est l'intention positive. Alors, vous êtes tous venus là par le biais de l'école de PNL de Lausanne. Pour ceux qui ont fait des cours à l'école de PNL de Lausanne en base, vous avez tous vu la question de l'intention positive. Toute personne a à la base une intention positive dans son comportement. Rares sont, il y en a quelques-unes, mais vraiment sont très rares les personnes qui font mal intentionnellement, et encore. Et c'est vrai que ça reste important à avoir en tête, c'est que apprendre à l'enfant que la perception de l'autre est différente, puis qu'il n'a pas forcément voulu lui faire du mal, ça lui permet aussi d'avoir une certaine empathie, de réussir à se mettre un petit peu à la place de l'autre, et puis d'avoir une meilleure compréhension de ce qui l'entoure. Donc c'est une posture qui est importante à enseigner aux enfants. Donc, les clés de communication des Kimochi, c'est un petit peu la base sur laquelle s'articulent tous les ateliers qui vont se faire avec les enfants. Et puis, tous ces ateliers qui se font avec les enfants, il y a un premier temps où ils font connaissance avec les personnages. Ça leur permet aussi d'assez vite s'identifier plus ou moins à un des personnages, de se reconnaître dans certains traits de caractère. Ils arrivent assez facilement. Et puis si après, c'est pas une histoire de trait de caractère, il y en a un ou l'autre qui leur est plus sympathique au niveau
physionomie. Et ça leur permet après de pouvoir jouer avec pendant les ateliers, pouvoir mettre en scène des choses, hein, pouvoir utiliser cet outil de manière vraiment ludique, parce que l'idée c'est vraiment de jouer, de s'amuser, tout en apprenant et en étant en relation. Et puis on prend le temps après d'explorer un certain nombre d'émotions. Alors effectivement on les fait pas toutes celles qui sont là, mais c'est vrai qu'on passe par toutes les questions. La question, il y a un atelier qui est autour de la notion d'être heureux, de la tristesse, de la frustration, d'être excité, de se sentir exclu. Et puis, dans ces moments-là, quand on traite une émotion en particulier pendant un atelier, on va vraiment explorer toutes les pistes que les enfants ont, et puis demander un petit peu, et vous, dans quelle situation vous vous sentez comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Et puis, en discutant, en faisant des jeux de rôle, en faisant des dessins, en faisant différents jeux, relaxation, enfin voilà, en articulant petit à petit les séquences, ça permet aux enfants de faire des apprentissages tout en ayant toujours en tête que l'idée c'est vraiment de leur permettre de développer, d'avoir en tête ces clés de communication et de développer vraiment leur compréhension de pouvoir mettre des mots, de pouvoir identifier, de pouvoir quand il y a ce système d'alarme qui se met en clenche, quand il y a une émotion qui arrive, pouvoir dire ah tiens, quand je sens quelque chose dans le ventre, c'est plutôt que je me sens comme ça et que j'ai besoin de ça. Et c'est des fois surprenant de se rendre compte que les enfants, ils ont assez facilement cette capacité. Quand on leur dit, quand tu te sens triste, c'est où que tu te sens triste? Pouvoir dire que c'est dans le cœur, que c'est... Alors des fois ça peut être dans la jambe, dans la tête. On s'en fiche où c'est en fait. Mais l'enfant peut identifier où est le signal pour lui. Il y a des gens, quand ils sont stressés, ils ont mal au bide. Alors il y en a beaucoup peut-être, mais c'est pas tous. Il y en a, ça se passe ailleurs. Et puis c'est vrai que c'est important que chacun puisse identifier que tel signal pour lui signifie ça. Et puis c'est vraiment ça qui est fait. Et puis l'idée, c'est aussi de permettre aux enfants de se rendre compte que son copain qui est à l'atelier avec lui, il n'a pas le même signal que lui. Puis c'est ok, il a droit, il est différent. Ça permet aussi une plus grande tolérance. Et ça rejoint toutes les questions d'empathie dont je parlais aussi tout à l'heure, qui se tissent et qui permettent d'avoir une meilleure conscience que la perception de chacun est différente et qu'on vit les choses différemment. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors c'est bien. Tout à l'heure, je parlais un petit peu du temps, de prendre le temps pour permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions. Hein. Je pense que c'est un gain de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, sincèrement, de prendre ce temps-là, même si on n'a pas le temps, parce qu'on court après le temps. Et puis, il y a 2-3 petites astuces qui aident à faire ça. Hein. Avoir des supports. Hein. Alors là, en l'occurrence, j'ai un aval souci. Une petite bête super bien inventée. Je sais pas qui c'est qui l'a inventée, mais c'est excellent. On peut lui écrire notre souci, le mettre dans sa bouche, lui le dessiner, lui le mettre dans sa bouche. J'en connais qui lui chuchotent les soucis à l'oreille, j'en connais d'autres qui prennent leurs doigts, qui écrivent dans sa bouche. Même s'ils savent pas écrire, c'est pas grave. L'important, c'est que c'est un objet transitoire qui permet juste de se débarrasser de sa douleur, de sa souffrance, de son souci. Il y a des fois besoin de plus, il y a des fois juste ça suffit. Juste de pouvoir confier son souci à quelque part, on l'a déposé ailleurs, on en est. C'est comme quand on porte un sac à dos plein de pierres, quand on a pu déposer la pierre à côté, on est plus léger, c'est réglé. Hein. Des fois, il y a besoin de plus, c'est ok. Des fois, ça suffit. Alors là, moi j'ai un aval souci, ça peut être une boîte à émotions, hein, un vulgaire carton de chaussures, un peu décoré parce que c'est plus sympathique, customisé, posé à un endroit précis dans l'appartement. Ok, il y a quelque chose qui va pas maintenant, on s'arrête un coup. Si tu vas aller le déposer dans la boîte, hein, qu'on puisse partir à notre rendez-vous et tout ça. Ça permet... Ça prend un petit peu de temps, hein, je reconnais, hein, je dis pas... voilà et tout ça. Mais je pense que c'est du gain de temps aussi au niveau de l'ampleur que peuvent prendre certaines crises. Je pense que moi, j'ai droit à des crises en étant en foyer d'une dimension importante parce que les enfants sont en grande souffrance puis que vos enfants, je l'espère, ne le sont pas autant. Parce qu'ils ont des parcours de vie un peu plus stables. Et
ça n'empêche que je pense que des crises, vous en vivez, et puis que des fois, en fait, le fait de devoir se dépêcher, c'est qu'un accélérateur à crise plutôt qu'un... Parce que nous, on est stressés. Donc quand nous, on est stressés, on est déjà plus tout à fait dans des bonnes réactions. On stresse l'enfant, et puis ça prend plus d'ampleur. Donc juste prendre 2 minutes pour faire ça, ça permet à tout le monde de redescendre un peu. J'ai perdu une file de pensée, ça m'embête. Je vais passer sur autre chose alors. Il y a aussi la possibilité de prendre le temps puis de demander à l'enfant s'il y a la possibilité de réduire cette tristesse. Alors on ne dit pas qu'on va nous la diminuer, mais lui dire mais là elle est grosse comme ça, est-ce que toi tu peux la rapetisser, la condenser, lui mettre une couleur et puis la jeter, ou enfin voilà, être un peu créatif avec les enfants et puis leur faire un petit peu l'extériorisation quoi. Ça leur permet juste de sortir, puis après de sortir leurs émotions. Les enfants et les émotions, c'est un peu brut de brut, quoi. En général, il y a des âges auxquels c'est à fleur de peau, puis quand il y a une blessure, quand il y a quelque chose, que ce soit dans les peines que dans les joies, hein, mais que c'est explosif. C'est explosif de douleur, de tristesse quand j'ai une peine. Ah non, j'ai pas pu aller jouer chez mon copain Nicolas cet après-midi parce qu'il avait déjà un autre rendez-vous. Et puis ça me déchire de tristesse, j'avais trop envie d'aller chez lui. Lui dire mais c'est pas grave, t'iras la semaine prochaine, ça ne lui sert à rien. À rien. La semaine prochaine, il s'en tape. Il a juste besoin qu'on lui dise ah ouais, t'es triste, ça te rend vraiment triste. Puis après, oui, après une fois qu'on a validé que ça le rend vraiment triste, on peut dire mais alors comment on fait? Est-ce que t'as encore besoin de faire sortir cette tristesse longtemps? Ou est-ce qu'on peut la mettre un petit peu de côté puis aller faire autre chose? Enfin, en le questionnant. On lui dit pas va la mettre dans ta boîte à tristesse. Non, c'est quand t'es prêt. Et puis en fait, quand il est prêt, ça devient de plus en plus rapidement parce qu'il a le choix, parce qu'il peut décider, parce qu'il a été entendu. Une fois qu'on a entendu son émotion et qu'on l'a reconnue, c'est beaucoup plus facile pour lui de... Il a plus besoin d'être sur mon premier schéma où je disais, quand on est derrière une vitre puis qu'on essaye de parler aux gens qui sont de l'autre côté puis qui nous entendent pas, on tape plus fort. À partir du moment où on a reconnu son émotion, il a plus besoin de taper. Donc lui aussi, il peut passer à autre chose. Puis vous aussi, puis vous pouvez avancer plus vite dans ce que vous avez à faire. Donc oui, ces petites astuces qui permettent un petit peu, et aux enfants et aux parents, d'avoir un temps plus calme, plus harmonieux et plus tranquille. L'autre question, ça me revient, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que les enfants, ils observent beaucoup ce qu'on fait, comment on le fait, et donc l'idéal c'est de pouvoir leur montrer l'exemple. Et verbaliser nous aussi quand on a des émotions. Souvent ils subissent nos émotions sans savoir qu'on en avait. Parce que mine de rien, je pense que ça arrive à beaucoup de monde d'être un peu pressé par le temps. Hein. Je reprends un peu le stress, ça me préoccupe beaucoup ces jours à voir, parce que j'en parle beaucoup, mais on est un peu pressé par le temps, on a 1000 trucs dans la tête, 1000 trucs à faire, et puis c'est ce jour-là qu'il a décidé. Déjà on parle comme ça, c'est déjà foutu, parce que non, c'est pas ce jour-là qu'il a décidé c'est simplement qu'il fait son truc à son rythme, et puis nous, ça nous va pas parce que c'est pas assez vite, et puis il a mis ses bottes à l'envers, et puis après il renverse le vase parce qu'il prend sa veste, puis il renverse le vase, et puis on explose. Mais en fait, notre explosion, c'est pas tant qu'il ait renversé le vase, plus que, en fait, si on lui avait dit avant, on est pressé. Moi, ça me stresse, je suis inquiète d'arriver en retard. Si on lui avait expliqué les étapes, ce qu'on est en train de vivre, il devient tout de suite plus coopérant et c'est plus facile pour lui. Et ça peut être plus facile pour lui la prochaine fois, quand lui, il ressent quelque chose d'émotionnel, de dire « je me sens comme ça ». Après, c'est vrai qu'on dit il y a les histoires d'adultes et les histoires d'enfants. Donc, des fois, on est préoccupé par des histoires d'adultes. Je suis bien d'accord, ça n'a pas besoin de déballer toutes nos préoccupations à notre enfant. Il n'a pas besoin de savoir les détails de ce qui préoccupe ses parents. Mais savoir qu'il est préoccupé, inquiet, qu'il est super content aujourd'hui, qu'il est triste. Enfin, lui nommer les émotions qu'on vit, ça lui montre le chemin.
Ça lui permet, à lui aussi, de se rendre compte qu'on n'est pas différent, on fonctionne pareil, sauf qu'on est parents puis qu'ils sont enfants, hein, mais leur montrer un petit peu le chemin. Enfin, dans la voiture, quand on râle sur les voitures et qui roulent mal, ben on peut le verbaliser autrement que grommeler dans notre coin. On peut dire, bah voilà, ça m'énerve, ça avance pas, je me réjouis d'être à la maison, enfin, voilà. Et verbaliser, mettre des mots pour que l'enfant puisse se dire, ah tiens, c'est ça qui se passe. Et puis l'avantage, si vous prenez le temps de dire à votre enfant, vous arrêtez encore 2 minutes pour dire à votre enfant, là on est vraiment pressé. Moi je suis inquiète à l'idée d'arriver en retard à ce rendez-vous. Moi ça m'embêterait que tu arrives en retard à l'école. Moi j'ai besoin d'arriver à l'heure à l'école, au travail. Et ben de prendre le temps, nous, de le verbaliser, comme pour les enfants. Ça permet de le déposer un petit peu, puis de souffler un peu. Alors ça va dans les émotions dites désagréables, ça va aussi dans les émotions positives. Hein. L'enfant, il a besoin d'entendre que aujourd'hui vous avez passé un excellent après-midi avec lui. C'était trop chouette. C'était une activité, ça vous a fait du bien, ça vous a ressourcé, enfin, voilà. Les bons moments, il faut les encourager, ça permet aussi qu'ils se reproduisent. Hein. En général, on peut prendre l'exemple dans la vie de couple ou au travail. Au travail, si on n'a jamais de reconnaissance de ce qu'on a fait, on finit par en faire de moins en moins, voire d'arrêter d'en faire si notre travail n'est pas reconnu, ou si on n'a pas de retour, de feedback positif de ce qu'on fait. Ben, un enfant, il a aussi besoin d'avoir des feedbacks positifs, et puis c'est pas que des feedbacks positifs de l'ordre du ah, t'as bien rangé ta chambre, ah, t'as fait tes leçons, ah, excellent, t'as fait un LA. Non, c'est pas qu'encourager sur ce qu'il fait, mais aussi sur ah, j'ai passé un bon moment avec toi, la relation. Soigner cette relation pour qu'il puisse développer ses compétences relationnelles, c'est aussi vous, hein, en tant que parent, en tant qu'adulte, avec des enfants, soigner cette relation. Et puis pouvoir dire à l'enfant, ah, c'était un chouette moment de rigolade, ou souper, ou n'importe quoi, ça fait du bien. Ça le nourrit. Après, on est toujours souvent pris quand même, hein, ça m'étonne pas que j'en parle beaucoup ce soir, par le temps. Hein. L'idéal serait de pouvoir jouer avec nos enfants, être avec eux, puis jouer avec eux. Ça les aide à s'épanouir, de pouvoir prendre le temps. Ah, ils jouent à la dinette, ils nous apportent un thé, un morceau de gâteau. Juste prendre le temps de s'asseoir 5 minutes, puis manger ce qu'il nous a fait. C'est très bon. Enfin, jouer avec lui. Et le jeu, ça entretient la relation, ça développe son estime de lui, ça le construit petit à petit. Hein, et ça lui permet après d'avoir une aisance à l'intérieur de lui, une confiance, et puis de développer ses outils relationnels de communication, d'estime de lui. Enfin, je pense que c'est quand même tout souhait de parent, c'est que son enfant ait de l'estime de lui, de la confiance en lui, puis qu'il arrive à savoir ce qu'il veut et où il veut aller. Et que c'est vrai que ces petites cartes à jouer, c'est aussi aux adultes qui sont avec les enfants à les jouer au moment qui sont importantes pour ça. Alors c'est vrai que les ateliers Kimochi, on met l'accent sur ces éléments-là, hein, on se centre là-dessus. C'est des ateliers qui durent 45 minutes chaque fois. L'idée, ça peut paraître un peu court, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un moment de qualité avec les enfants, leur demander de la concentration, plus de concentration. C'est assez exigeant. Puis du coup, là, c'est vraiment se centrer 45 minutes pour parler des émotions, pour parler de la communication, de la relation. Ça se fait sur 10 séances, espacées. Alors ça dépend des fois, mais ça peut être de 2 semaines ou de 3 semaines. L'idée étant de permettre un petit peu aux choses de se vivre. Enfin, on vit des choses pendant l'atelier, c'est bien de pouvoir le mettre en pratique à la maison, d'avoir un petit peu des expériences, puis après de pouvoir revenir en racontant quelque chose, en racontant « Ah moi, avec mon frère, j'ai pas du tout réussi à faire la voix favorable. J'étais tellement fâchée contre lui que je lui ai traité de tous les noms. » Et puis c'est ok. Enfin, faire un atelier de 10 séances sur les émotions, ça va pas permettre aux enfants, d'un coup de baguette magique, du fait qu'ils savent comment il faut faire, de réussir à le faire. Il faut de l'entraînement, il faut des exemples, et puis il faut un peu de temps pour pouvoir
se construire, puis acquérir ces outils et ces compétences-là. Hein. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on insiste beaucoup auprès des parents qui amènent des enfants en atelier. C'est la petite phrase assassine le lendemain de l'atelier où l'enfant fait tout de travers, mais il est émotionnellement pas bien et il balance ses jeux à la tête de son frère, hurle. La petite remarque assassine de « C'est ça que tu apprends à l'atelier Kimochi ?» il faut la ravaler. Parce que c'est pas ça l'idée, le concept. Puis pour que ça puisse se développer chez l'enfant, il faut que le climat à la maison soit ouvert et puis permettre que ça se développe. Et puis, du coup, c'est un travail que l'enfant fait, mais c'est aussi un travail où à la maison, on fait quelque chose. On rend le climat favorable, on rend le climat accueillant aux émotions. Et puis, on essaye de se mettre dans une autre posture, de changer un petit peu de lunettes, de prendre une autre perception, puis de se dire, ok, alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un chez les Kimochi qui aurait une autre solution, une solution par rapport à cette situation? C'est déjà différent. On questionne. Ça permet à l'enfant d'aller rechercher dans ses idées, dans ses ressources, dans ses souvenirs. Et puis, ça évite les jugements, et puis l'enfant, il peut dire, ah ouais, je sais pas lequel, mais il peut bien avoir, Claude, quand il faisait de bonne humeur, il nous a dit à l'atelier que on pouvait dire les choses comme ça. Je suis pas d'accord que tu me piques le train quand on est en train de jouer au train. J'ai besoin que tu respectes mon espace de jeu, rends-le-moi. Okay. Ça marche pas à tous les coups, hein. Celui d'en face, il va pas automatiquement lui rendre. Quoique, sous la surprise, en général, il lui le rend. Mais ça peut, un beau jour, ne pas du tout fonctionner. Mais féliciter l'enfant qui arrive à avoir ça. S'il a besoin après d'aller chercher une ressource parentale pour pouvoir obtenir son jeu, c'est ok. Après, on accompagne le deuxième à entendre ce qu'on lui dit. C'est des apprentissages. On n'obtient pas toujours ce qu'on veut dans la vie, même si on le demande de la meilleure manière possible. L'enfant, il apprend à composer avec ça. Et c'est cet apprentissage-là, de développement de ces compétences-là qui se fait tout au long de ces ateliers et qui permet en fait aux enfants vraiment de développer leurs propres ressources et leurs propres compétences. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire il y a un atelier type, ça dépend beaucoup du groupe d'enfants qu'il y a, hein, de la dynamique des enfants qu'il y a, parce qu'ils apportent des choses différentes, ils ont des idées différentes, des solutions différentes, et puis on s'adapte beaucoup sur ce qui se passe pendant l'atelier, ce qu'amènent les enfants, ce qu'ils vivent. Voilà, et donner les réponses à ça. Peut-être encore par rapport au Kimochi, puis à toute cette panoplie de plus. En individuel, on peut aussi les utiliser. Moi, c'est vrai que dans mes consultations, si j'ai des jeunes enfants, je peux aussi d'un seul coup prendre. Alors, c'est vrai que Claude, avec son double visage, il est quand même assez emblématique et facile à utiliser voilà, des fois tu te sens très triste, puis le moment d'après très content, puis c'est difficile à naviguer entre les deux. Alors on peut prendre le temps de décortiquer ce qui se passe, d'expliquer. Puis lui, il peut donner des exemples, il peut dire pour lui, il est content parce qu'il se passe ça, ça, ça. Puis il est triste quand il se passe ça, ça, ça. Puis là de nouveau, on prend un support, on fait de la dissociation, hein. On prend un support pour parler en fait de soi. On parle de l'autre, mais en fait c'est notre histoire qu'on raconte. Hein. Et ça permet, voilà, de libérer la parole des enfants, puis de leur permettre de jouer les choses. Donc le support des Kimochi est super bien fait pour ça. Entre autres, ils ont été pensés, étudiés pour attirer les enfants avec leurs grands yeux. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont des têtes un peu de manga comme ça. Paraît-il que ça a un franc succès auprès des enfants. Mais à côté de ça, c'est ce qui se fait aussi, ce que sûrement vous faites déjà des fois avec les pluches ou à la maison avec les poupées, ou enfin rejouer les choses avec ce qu'on a sous la main et permettre à l'enfant de s'exprimer et puis de remettre des mots sur ce qu'il vit. C'est quel que soit le support, c'est bénéfique pour qu'il puisse développer toutes ses relations, sa confiance en lui, puis sa communication. Donc, pour clôturer, j'aimerais souligner encore, je crois,
l'importance de l'exemple qu'on montre aux enfants. Vraiment, parce que je pense que ce soit dans la communication, que dans la relation, que dans la confiance en soi, que les émotions, les nommer, les identifier. Enfin, si on peut être des modèles pour les enfants, ben, c'est en plus, c'est des plus pour eux. Alors, on peut pas être modèle 24 heures sur 24 parce qu'on est des êtres humains et puis que si on savait être parfait, ben, on le ferait. Et ce serait un peu ennuyeux. Mais ça permet vraiment juste de prendre le temps, faire des feedbacks le soir, de se dire ah, ben, cette semaine on n'a pas eu le temps de faire un jeu, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on est ensemble, hein? Être ensemble, passer un moment ensemble. Et des fois, ça c'est peut-être un peu pour les plus grands, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin de nous, qu'ils font leur vie, ils jouent, ils regardent leurs livres, ils jouent à l'ordinateur, mais avoir la présence, une présence à un moment, un parent qui s'assied à côté de lui pendant qu'il est en train de jouer à l'ordinateur, juste pour ça remplit son réservoir d'amour, ça remplit ses besoins en affection, ses besoins en attention du parent. Juste prendre le temps d'être là avec lui. Il n'a pas forcément besoin d'être en interaction et tout ça, juste notre présence. Moi, j'ai l'exemple là qui me vient d'une de mes sœurs qui me disait, elle a 3 enfants. Elle disait quand l'aîné est à l'école, que la dernière est à la sieste, bah j'ai des fois un peu de temps pour celui du milieu. Et puis en général, c'est un petit bonhomme où on sent qu'il a besoin d'avoir un peu d'attention, qu'il a un peu pris en étau entre son grand frère qui prend un peu de place, sa petite sœur qui en prend beaucoup, et puis il a un peu mal pris là au milieu. Puis des fois elle me dit mais quand j'ai le temps et que je lui propose de jouer au Lego, il me dit non, je préfère écouter l'histoire CD qu'il a, machin tout. Oui, mais dans ces cas-là, assieds-toi avec lui, puis écoute l'histoire avec lui. Ça remplira son réservoir autant que de faire du Lego ou quelque chose comme ça. Par contre, que si on se dit, bah, j'ai le temps, mais il n'a pas besoin de moi. Bien sûr que j'ai d'autres choses à faire. Enfin, il y a peu de monde qui n'ont pas une to-do list longue comme le bras. Puis on part pour aller faire les autres trucs qu'on a à faire, qu'on n'avait pas forcément prévu de faire maintenant, mais comme on a le temps, on en profite. C'est une occasion un peu manquée. Une occasion un peu manquée de remplir ce réservoir. Alors c'est vrai que des fois, on peut imaginer que c'est perdre du temps, mais pas du tout. C'est plutôt en créer. Donc, voilà. Je vais laisser place à vos questions, si vous avez des questions. Que ce soit sur les kimochi, les émotions, sur ce que je fais. Non, uniquement pour les enfants. Je suis très intéressée par la question parce que j'ai une collègue, on va dire ça comme ça, qui pratique aussi des ateliers kimochi et récemment on se faisait la réflexion de ce serait quand même drôlement intéressant de développer quelque chose où pendant que toi tu es en atelier avec les enfants, moi ou enfin vice versa, que pendant l'atelier de l'une avec les enfants, l'autre fasse un atelier avec les parents autour de ces questions-là et autour des préoccupations des parents. Non. Donc c'est pas du tout d'actualité mis en place, mais c'est vrai que la question, on se l'est posée. Je pense que si on nous la pose beaucoup, ça peut éveiller un petit peu l'envie de développer quelque chose, de mettre de l'énergie pour développer quelque chose, parce qu'effectivement, j'imagine, intéressant. Ah, ça met de l'eau à mon moulin pour le pour. Pour le pour, oui, effectivement. Puis je pense que ça permet aussi, à côté de l'apport qu'on pourrait avoir, ça peut permettre aussi aux parents de lâcher. Non, mais parce que des fois on en a ras-le-bol et puis on sait plus quoi faire et puis on a juste besoin de dire à un endroit neutre qu'on en a ras-le-bol. Et qu'à ce moment-là, on nous dise pas « mais c'est bon, ça va passer », mais qu'on soit entendu. Juste entendu.
Faut pas qu'on nous dise ça va pas, c'est ah bon, c'est comme ça chez toi? Non, chez moi pas du tout. Enfin, quelle que soit la réponse qu'on peut avoir en tout des gens qui nous entourent, souvent c'est pas forcément ce dont on a besoin. On a souvent juste besoin d'être entendu, puis après si on a une demande, on va pouvoir la faire, puis chercher des solutions ensemble, puis pas avoir la solution toute faite de la voisine qui croit qu'elle a réussi à mieux éduquer ses enfants que nous. Enfin, ah ouais. Mais oui, ça. D'intervenir dans le cadre scolaire, parce que quelque part les enfants perdent leur temps à l'école avec énormément d'enfants, et ça serait peut-être un moment de faire ça de base. Si chacun fait son petit truc, quelque part, est-ce que ça sert à quelque chose? Vu que l'enfant, en fait, il passe le plus clair de son temps à l'école, quelque part, l'enfant, le soir. C'est vrai que c'est 8 heures, on va dire que c'est 8 heures ou 4 heures. Oui. C'est vrai qu'il passe plus de temps quelque part en groupe qu'à l'école. Alors, est-ce que c'est un thème qui est abordé à l'école? Est-ce que vous intervenez des fois dans les écoles? Ou c'est vraiment de manière individuelle, privée? Il y a beaucoup de choses là. Puis je vais essayer de pas tout mélanger, puis je vais me censurer sur ce que je pense de l'école, comment c'est fait. Entre autres, ça s'est développé. Alors. En l'occurrence, aux États-Unis, la méthode s'est développée entre autres aussi dans les écoles. Hein, parce que vraiment, l'idée, c'est pas planter juste quelques petites graines à certains endroits, mais c'est un peu semer un champ plutôt qu'un jardin. Hein, je pense que semer un jardin, ça permet de nourrir quelques personnes, de faire évoluer quelques personnes, mais comme vous dites, hein, pas l'ensemble. Ça arrive, c'est pas toujours facile d'avoir accès aux écoles, mine de rien, avec un produit extérieur. Ils ont un programme et il faut s'y tenir. Donc, les excursions un petit peu, ça arrive, mais assez rarement. Et, mais il y a des classes, effectivement, des classes avec un coin Kimochi. Puis où ça permet un petit peu d'avoir ce thème qui suit et puis avoir le coin un petit peu où ça se passe. Mais le marché n'est pas, en fait, les écoles n'est pas complètement... Ouais, là, c'est ça. Après, voilà, je suis pas allée taper à toutes les portes des écoles pour l'instant, mais c'est vrai que c'est pas forcément première chose qu'on entend. En fait, elle disait, en fait, chaque matin, quand les enfants rentrent, ils doivent mettre justement l'émotion dans laquelle ils sont. S'ils sont contents ou pas. Et justement, ça lui permet après d'interagir de manière différente. En même temps, c'est une petite école. Je sais qu'ils arrivent à le faire peut-être. Mais j'avais trouvé ça vachement intéressant dans le sens où c'est vrai que ça permet de mettre un point sur justement l'émotion qu'ils ont. Puis du coup, la journée se passe. Parce que voilà, il y a une manière d'adapter un petit peu. À chaque... En même temps, c'est vrai que mais il a pu exprimer son émotion, il a été entendu. Oui. Matin, voilà, ils expliquent chacun leur émotion. Ouais. Mais effectivement, alors, je sais qu'il y a certaines classes, mais en l'occurrence enfantines, qui s'ouvrent un petit peu au Kimochi ou qui essayent de mettre en place des choses en lien avec les émotions. Okay. Mais je pense que, enfin, l'école n'est pas non plus hermétique à tout. Hein. On parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle, de gestion émotionnelle. Ils l'entendent aussi, et puis suivant la dynamique du prof et de comment il veut faire passer son programme, il va l'incorporer. Effectivement, comme là en l'occurrence, ça a l'air d'être le cas. C'est vrai qu'il y a certains. Je me rappelle entendre Jacques Salomé dire que pour lui, des cours de communication devraient être obligatoires à l'école obligatoire, quoi. Et puis effectivement, ça paraît être essentiel à l'heure actuelle de développer ce genre d'outils dans les classes, au cœur même de... Mais je pense que petit à petit, ça devrait...
y aller. Oui, puis ça dépend des écoles, je pense, sincèrement. Oui, oui. Oui, oui, oui. Alors ça, clairement. Mais prends une école un peu basique, publique, lambda, bah, c'est encore... Enfin, il y a encore beaucoup de carapace, quoi. Mais ça arrive. Ouais, grosse école, grosse classe. En fait, on prend le problème à l'envers parce qu'ils diront ils n'ont pas le temps parce qu'ils doivent gérer toute la classe, alors que s'ils mettaient en place ça en amont, il y aurait moins de gestion à faire, à mon avis. Si les enfants avaient les outils, enfin, il y aurait quelque chose, mais ils se retrouvent dans des situations où c'est déjà un petit peu difficile et tendu, puis du coup, ils s'accrochent au programme qu'ils ont, un peu. Moi, c'est comme ça que je le lis et que je l'observe, en tout cas, dans les classes que je côtoie. Mais comme je côtoie des classes plutôt avec des enfants qui ont des difficultés, ça donne tout de suite une autre perception. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie en tout cas de votre attention et de votre présence. Je suis à disposition encore quelques minutes s'il y a des questions en aparté. Je laisse la parole, si tu veux conclure. Merci.